Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que le Conseil patronal de l'environnement du Québec a choisi de contribuer à la connaissance et à la compréhension de certains concepts dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Et pour cette raison, nous lançons une nouvelle série de capsules que sont des capsules pédagogiques. Nous débutons donc aujourd'hui avec la capsule portant sur la carboneutralité. Mais dans quel contexte parlons-nous ou avons-nous parlé de carboneutralité? D'abord, au niveau international. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque année se tient une conférence internationale sur les changements climatiques. Or, en 2015, une telle conférence se tenait à Paris et les pays participants se sont entendus pour conclure un accord en vertu duquel ils s'engageaient à maintenir la température de la planète à moins de 2 degrés Celsius par rapport à ce qu'elle était à l'ère pré-industrielle et en poursuivant les efforts pour qu'elle soit maintenue à un maximum de 1,5 degrés Celsius. Cet accord portait le nom de l'Accord de Paris. Comme le Canada était l'un des pays signataires de cet accord de Paris, le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi au mois de novembre 2020 dans lequel il se fixe la cible d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le Québec, dans son plan pour une économie verte, que le gouvernement a déposé au mois de novembre 2020 aussi, s'est engagé éventuellement à prendre des mesures pour atteindre la carboneutralité. Puis, au niveau municipal, nous commençons à assister aussi à des engagements de la part des municipalités. Prenons pour exemple, au mois de décembre, la Ville de Montréal déposait son plan climat dans lequel elle s'engage à atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050. Mais qu'est-ce que la carboneutralité? Elle correspond à la totalité des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, moins la totalité des émissions de CO2 dans l'atmosphère que nous aurons réussi à retirer, que ce soit en évitant d'émettre du CO2, que ce soit en réduisant, en séquestrant ou en compensant. Et donc, la soustraction de ces émissions-là par rapport aux émissions totales doit équivaloir à zéro. La façon de le dire, zéro net émission, qui est un synonyme de carboneutralité, par opposition à zéro émission, puisque zéro émission voudrait dire qu'il n'y a plus d'émissions de CO2 dans l'atmosphère, alors que la carboneutralité permet l'émission de CO2 dans l'atmosphère, mais ce qui est émis dans l'atmosphère doit être retiré aussi pour équivaloir à zéro net émission. Mais maintenant, comment, comme société, pouvons-nous atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050, que ce soit par des mesures gouvernementales ou encore des initiatives volontaires? Voyons dans un premier temps quelles sont les mesures gouvernementales potentielles et parmi toute une série de mesures, nous en portons 6 à votre attention. La première, la tarification carbone. Il s'agit d'attribuer un prix au carbone, que ce soit par l'intermédiaire d'un marché du carbone, comme nous avons au Québec, ou par une taxe sur le carbone, comme on retrouve en partie dans la loi fédérale qui vise à tarifier la pollution par le carbone. Dans ce cas de tarification carbone, les entreprises doivent essayer d'identifier quels sont les meilleurs moyens pour réduire leurs émissions, mais les consommateurs aussi. Une deuxième mesure que le gouvernement peut mettre en place porte sur les normes réglementaires. Donc, vous pouvez penser à la norme sur les combustibles propres. Il y a un projet de règlement qui a été déposé par le gouvernement fédéral au mois de décembre 2020 qui vise à contraindre les producteurs ou importateurs de combustibles fossiles de réduire leur intensité carbone. Au Québec, il y a aussi un projet de règlement qui avait été publié en 2019 qui porte sur les carburants renouvelables pour l'essence et le diesel. Donc, dans ce cas, le producteur qui doit intégrer de nouvelles normes là, à son produit va avoir un coût supplémentaire pour intégrer ce produit. Et puis, les entreprises qui vont vouloir obtenir des combustibles fossiles vont aussi avoir un coût supplémentaire et par ricochet, bien sûr, les consommateurs devront
payer davantage pour obtenir des combustibles fossiles, que ce soit essence, diesel ou même gaz naturel renouvelable, puisqu'il existe au Québec un règlement sur le gaz naturel renouvelable. La troisième mesure que le gouvernement peut toujours mettre en place, et il y a des revendications qui sont formulées à ce sujet par certains groupes de pression, c'est l'élimination des combustibles fossiles. Il s'agit d'une mesure très drastique qui ferait en sorte qu'on ne serait plus capable de s'approvisionner en combustibles fossiles, que certains biens ne pourraient plus être fabriqués parce que nous avons certains biens qui sont fabriqués avec des combustibles fossiles. C'est une mesure drastique. On ne voit pas à court terme qu'elle sera mise en place. Par contre, dans son plan pour une économie verte déposé au mois de novembre 2020, le gouvernement du Québec a annoncé son souhait d'interdire la vente de véhicules neufs à essence à compter de 2035 et aussi d'éliminer progressivement le mazout dans les bâtiments à compter de 2030. La quatrième mesure que le gouvernement a à sa disposition pour essayer d'atteindre la carboneutralité, c'est l'imposition de conditions lors de l'attribution de permis ou autorisations. Par exemple, au niveau fédéral, une entreprise qui souhaite aller de l'avant avec un projet majeur a l'obligation de déposer un plan de carboneutralité pour démontrer à quelle étape sera son projet à l'horizon 2050 et est-ce que ce projet respectera la carboneutralité. Il s'agit de la loi sur l'évaluation des impacts au niveau fédéral, mais au niveau provincial, il existe aussi dans la loi la possibilité pour le gouvernement de prendre en compte les engagements du Québec lorsqu'il souhaite attribuer une autorisation. Une cinquième mesure que le gouvernement peut utiliser, ce sont des conditions qu'il peut imposer dans le cadre de programmes d'aide pour permettre aux entreprises d'atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050. Il y a des programmes qui ont été annoncés dans le cadre du plan climatique renforcé du gouvernement fédéral, le défi zéro émission ou l'accélérateur zéro émission. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des conditions qui soient imposées. Mais aussi, dans le cadre de la pandémie, il y a un programme d'aide pour les grands employeurs qui a été mis en place et selon ce programme, il y a aussi une obligation de soumettre des informations par rapport à l'atteinte de la carboneutralité à l'horizon 2050. La sixième mesure à laquelle on a pensé, qui peut permettre au gouvernement d'atteindre sa cible ou son objectif de carboneutralité à l'horizon 2050, ce sont les investissements gouvernementaux, que ce soit dans le transport en commun, dans l'efficacité énergétique ou encore dans les énergies renouvelables, recherche et développement. Nous venons de voir quelles sont les mesures dont le gouvernement dispose pour tenter d'atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050. Vous devez également savoir qu'il existe des initiatives volontaires, donc sans contrainte gouvernementale. On peut énumérer 3 d'entre elles, mais il y en a toute une panoplie. Une première serait la Net Zero Emission Owners Alliance, qui regroupe des investisseurs majeurs dans le domaine financier qui se sont engagés à atteindre la carboneutralité aussi à l'horizon 2050. On peut penser aussi au partenariat Climat Montréal qui s'est créé tout récemment en 2020 pour essayer d'accélérer l'atteinte de l'objectif, donc de la carboneutralité à l'horizon 2050. Et même à Madrid, en 2019, dans le cadre de la conférence internationale climatique, il y a un regroupement d'entreprises, 500 entreprises, qui se sont engagées à atteindre la carboneutralité aussi, mais à l'horizon 2030. Donc, il y a plusieurs initiatives qui se créent ou qui se sont créées. Mais toutes ces initiatives ou encore ces contraintes gouvernementales ne peuvent pas se faire sans transformation majeure avec des impacts importants sur la société. Et donc, pour y arriver, nous devons mettre en place ce qu'on appelle une transition juste et équitable. Mais qu'est-ce que la transition juste? Nous traiterons de ce sujet dans le cadre d'une prochaine capsule. Je vous remercie.